Cette journée a donc été tout à la fois l'occasion d'élargir nos connaissances et notre regard sur ceux que nous appelons les aidants proches. L'UDAF du Val-de-Marne ouvre aujourd'hui sa 3e biennale. Cette biennale est un rendez-vous incontournable pour l'UDAF du Val-de-Marne. C'est un rendez-vous d'experts, mais également de praticiens qui sont soucieux de pouvoir à la fois réfléchir, interroger des professionnels et les associations. Le soutien des proches aidants constitue un projet fort de la politique nationale et régionale qui vise à mieux connaître et reconnaître le rôle des aidants dans la société. L'objectif de cette journée est ainsi de s'interroger à partir des éléments de recherche actuels et des expériences d'associations ou de structures de terrain sur le devenir des aidants. Ce bouleversement est d'abord lié, on le sait, au phénomène de vieillissement de la population, un défi qui continuera de s'accroître puisqu'on estime qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans à l'horizon 2050. On ne peut qu'être admiratif, je dirais, d'abord à l'encontre de celle et de celui qui, par amour ou par solidarité, donc, vient aider, soutenir donc, son prochain à vivre mieux. Mais plus que de l'admiration, je crois que c'est d'un soutien quotidien, d'appui administratif et de reconnaissance de leur statut dont les aidants familiaux ont besoin. Être aux côtés des aidants, c'est agir concrètement aussi pour l'autonomie, pour le quotidien, pour l'insertion et le pouvoir d'achat aussi des familles et des personnes aidées. Et je ne peux donc évidemment que féliciter l'UDAF d'avoir choisi l'appui aux aidants comme thème central donc, pour cette biennale. Le contexte dans lequel on travaille, c'est un contexte que je pense vous connaissez bien, mais qui encore une fois concerne toute l'Europe. Le vieillissement démographique est un des défis majeurs de l'Europe. Ce vieillissement s'accompagne d'une demande accrue de soins, d'un problème de soutenabilité financière des systèmes de protection sociale, de santé, de soins de longue durée. La définition que nous utilisons, qui tend à être utilisée de plus en plus fréquemment par les décideurs politiques à travers l'Europe, pas seulement à Bruxelles, est celle-ci. Donc un aidant est une personne qui prodigue des soins en général non rémunérés à une personne souffrant d'une maladie chronique, d'un handicap ou de tout autre problème de santé de longue durée, et ce, en dehors de tout contexte professionnel. Des retraités, souvent, parents ou conjoints de la personne aidée, des femmes, en majorité, et dont certaines sont obligées de jongler entre leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur équilibre personnel et leur dévouement auprès du parent, de l'enfant, du mari malade ou handicapé. Ces mères, ces filles subissent bien souvent l'injonction de leur famille ou d'une société pour qui ce devoir d'aide est naturel. Un mot trompeur qui porte le risque d'une assignation, d'un enfermement dans la situation d'aidant. À la lumière de la définition que j'ai énoncée précédemment, on parle de minimum 100 millions d'aidants en Europe, c'est 20% de la population européenne. Ces aidants fournissent 80% des soins de longue durée. Quand on essaye de généraliser en disant les aidants, en fait, on masque une réalité qui est extrêmement polymorphe, très très hétérogène. Chaque situation d'aide est totalement singulière en fonction de qui est l'aidant. Est-ce que c'est le conjoint? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est un autre membre de la famille, un frère, une sœur? En fonction de la durée de l'aide, aider une personne quelques jours, quelques semaines, ça n'a absolument rien à voir avec l'accompagner pendant des années, parfois pendant 10 ans, pendant 20 ans. Pensons aux parents d'enfants en situation de handicap qui vont accompagner leurs enfants pendant des durées de 30, 40, 50 ans. À chaque fois qu'on essaye de les quantifier, de les dénombrer, ces proches aidants, on trouve qu'ils sont de plus en plus nombreux. La première fois, au début des années 2000, on estimait qu'ils étaient autour de 2 millions. En 2005, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt 4 ou 5 millions. Presque en 2010, on s'aperçoit qu'ils sont plutôt 8 ou 9 millions. Tout récemment, on estime qu'ils sont peut-être même 11 millions. À chaque fois qu'en fait, on essaye de les compter, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus nombreux. 2 foyers sur 5 sont monoparentaux. Si vous croisez cette donnée avec l'incidence du cancer du sein, par exemple, pour ne parler que de celui-là, sur des femmes entre 30 et 40 ans, eh bien, vous avez une petite idée du nombre de jeunes qui vivent seuls avec une mère en cours de traitement. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes adultes de moins de 25 ans
qui apportent une aide régulière à un proche parent malade ou en situation de handicap ou en situation de dépendance. Beaucoup de jeunes aidants, lorsqu'ils ont conscience de leur rôle, mettent en avant comme point positif le sentiment d'être utile, la fierté, la maturité. Il faut savoir que ce sont des jeunes qui sont parfois dans des situations assez déstabilisantes au sein d'une famille. Un adolescent peut se retrouver à être le père de son propre père, ce qu'on retrouve souvent dans les situations de séquelles d'AVC ou de traumatisme crânien. Quels qu'ils soient, ces aidants ont de nombreux points communs. Ils ne prennent conscience de leur situation que bien souvent tardivement, confrontés à des situations d'urgence ou de rupture. Ils ont beaucoup de mal à accepter de confier leurs proches à des intervenants extérieurs, à faire confiance aux professionnels. Et quand ils le font, ils éprouvent une immense culpabilité à l'idée de prendre un peu de temps pour souffler, s'occuper de leur santé, de leur bien-être. Alors, en premier lieu, quand on essaye de savoir qui sont les proches aidants, c'est une question qui est pas si facile. C'est une population qui est encore très méconnue, les aidants, et il faudrait rajouter, qui est méconnue et qui se méconnaît. Puisque l'une des caractéristiques fortes des proches aidants, c'est que bien souvent, ils ne s'identifient pas eux-mêmes à ce rôle d'aidant. Ils sont d'abord le conjoint d'une personne qui est devenue dépendante à la suite d'un problème de santé. Ils sont l'enfant ou la fille d'une personne âgée. Donc leur premier rôle, c'est d'abord le lien familial ou le lien amical qui les lie avec la personne accompagnée. Alors si on essaye de sortir un peu de toute cette spécificité des situations individuelles des aidants pour objectiver leurs problèmes, on utilise aujourd'hui une mesure qui s'appelle la charge ressentie. Alors on sait aujourd'hui la mesurer assez précisément. Ça repose sur les tâches qui sont effectuées et qui ne sont pas les mêmes d'une situation à l'autre. En fonction du niveau de dépendance de la personne aidée, la charge ressentie ne va pas être la même. Également en fonction des ressources disponibles. Et puis n'oublions pas que pour deux aidants qui seraient engagés dans des situations très similaires, la charge ressentie peut être très différente. Vous allez avoir des aidants qui vont finalement très bien réussir à le gérer et qui n'auront pas du tout besoin d'aide ou de soutien parce qu'ils en ont fait eux-mêmes le choix ou ça a été leur décision de le faire. Ils ont réussi à trouver des savoir-faire, des compétences pour le faire. Et puis vous avez d'autres aidants qui vont être en grande difficulté pour exactement le même type d'aide. Mais il y a aussi une grosse difficulté de franchir le pas vers les professionnels, justement à cause de cette question du domicile. Il faut savoir que pour chacun de nous, le domicile, c'est vraiment une extension de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ouvrir mon domicile à quelqu'un d'autre, c'est donner accès à mon intimité et à moi-même. Et c'est un obstacle qui nous, on a pu le voir, c'est un obstacle auprès des aidants. Pour franchir le pas, certains qui franchissent le pas, cessent parce que justement ils se sentent complètement envahis sans que les personnes, avec toute leur bonne volonté, les personnes du médico-social, les bénévoles, etc., aient forcément été formées à aller au domicile de la personne avec toute la délicatesse, le tact que ça demande. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une relation de confiance. Voilà, il faut vraiment qu'ils aient confiance et quand on rentre dans le domicile, ils nous ouvrent un petit peu leurs portes et ensuite ils se rendent compte que on est là pour les écouter, pour les soutenir et du coup ils ont confiance et ensuite ils ont quand même tendance à nous rappeler. Voilà, on leur dit rappelez-nous si vous avez le moindre souci, vous rappelez et ils s'en saisissent quand même. Voilà. Le domicile aussi, si on y va maintenant, c'est pour essayer de trouver autour du domicile des lieux où la personne en situation de handicap pourrait aller et le réinsérer en fait dans la vie sociale. C'est ça aussi qui est important et toujours dans l'idée de donner du répit pendant ce temps aux parents. Des professionnels et des bénévoles, parfois des pères, s'efforcent d'accompagner ces aidants. Comment ils inventent, parfois dans des conditions précaires, des solutions d'écoute, de répit, de sensibilisation, pour entendre véritablement les besoins des aidants et ne pas imaginer à leur place des solutions. Le soutien psychologique pour les accompagner progressivement dans la prise de conscience que leur équilibre et leur bien-être contribuent aussi à celui de la personne aidée. Nous savons aujourd'hui, dans des statistiques vraiment tragiques, que des femmes et des hommes qui accompagnent un proche souffrant d'une maladie neurodégénérative quand ils sont âgés
celui qui aide meurt avant celui qui est aidé. Parfois, certains aidants, une fois qu'ils arrivent à la plateforme, pour eux, c'est que ça fait déjà très longtemps qu'ils accompagnent leurs proches. Et c'est seulement quand ils sont vraiment au bord du précipice qu'ils s'autorisent à s'occuper d'eux. On a des situations très, très dramatiques parfois. Quand les aidants arrivent, c'est tout dans l'urgence, où il faut tout déployer dans l'urgence. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années maintenant en France que se développent progressivement différents types de solutions pour accompagner et soutenir les aidants. Les solutions de répit, elles sont différentes de l'ensemble des prestations d'aide ou de soins destinées aux personnes aidées, dans la mesure où c'est une solution qui vise à apporter une réponse pour la personne aidée et pour son aidant. Ce qu'on appelle les solutions de répit, c'est bien on prend en compte les deux à la fois. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Non, les aidants n'ont pas à tout faire. Il y a aujourd'hui des intervenants professionnels dont c'est le métier, que ce soit des infirmiers, des aides-soignants, des auxiliaires de vie. Il y a aussi énormément de services d'aide et de soins à domicile qui sont des services professionnels, qui savent travailler depuis toujours. Et donc, je recommande, mais vraiment extrêmement fort, à ces retraités qui y consacrent leur vie, leur temps, leur santé et leur santé mentale, de faire appel à ceux qui sont mandatés dans la société pour faire du soin à l'autre. C'est compliqué pour un aidant d'accepter de se faire remplacer, surtout quand on a un aidant qui a des motivations de type moral, le devoir d'aider son proche. C'est pour ça qu'il y a effectivement l'accueil pour la personne en situation de handicap, mais il y a aussi une psychologue qui est responsable de l'espace des aidants. C'est-à-dire que c'est très très important pour nous de prendre en considération la santé et les désirs en fait de l'aidant. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'on leur propose des séances d'ostéopathie, des groupes de parole. On essaye de faire des sorties avec eux parce que souvent ils ont perdu aussi ce sens de la socialisation. Ils sont seuls avec leurs proches handicapés et donc c'est extrêmement difficile pour eux. C'est aussi la nécessité de se retrouver dans l'entre-pairs, c'est la nécessité toute naturelle. Lorsqu'on est des nouveaux parents, on a envie de rencontrer d'autres parents. Lorsqu'on est en deuil, on a envie de rencontrer d'autres personnes qui ont un peu vécu la même chose. Donc la parole est beaucoup plus facile, on se comprend mieux, pas tellement dans les mots, mais dans les nuances, dans le regard, dans les silences aussi, et qui sont beaucoup plus parlants parfois que les paroles mêmes. Qu'est-ce qu'on peut offrir à ces jeunes, au-delà d'une visibilité, puisqu'aujourd'hui ils sont souvent méconnus et ignorés? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Eh bien, très clairement, on a décidé de leur offrir un dispositif qui est avant tout un temps de répit. C'est-à-dire que c'est un temps où ces jeunes ne sont plus présents auprès du parent ou de la fratrie aidée, mais font un petit pas de côté. C'est dans la construction même de leur film qu'ils ont réussi à faire ce petit pas de côté qui leur permet d'appréhender et de comprendre la situation qu'ils vivent. Un autre enjeu est également celui du lien entre aidants et professionnels, souvent sous tension, avec des incompréhensions réciproques, des difficultés pour les uns comme pour les autres à trouver leur juste place. Plusieurs remarques ont porté sur les relations avec les médecins et leur incapacité à considérer l'aidant. C'est qu'on s'aperçoit que les professionnels de santé, les médecins traitants, les infirmiers, les kinés, les ergots, tout ce qu'on a vu déjà avant, les professionnels de santé sont très peu sensibilisés à la question des aidants. C'est-à-dire qu'ils savent très bien prendre en charge une personne malade, un patient, ils savent qui est le patient et savent mettre en place tous les soins nécessaires pour la personne. Mais bien souvent, on ne s'intéresse pas trop à l'entourage de ce patient. Et c'est dans cet entourage-là que se trouvent les proches aidants. Et je pense, comme vous l'évoquez, que les faire venir à un groupe de parole, ça doit être assez intéressant dans les effets ou l'impact que ça peut avoir sur leur découverte du rôle et de l'importance que peuvent avoir les proches aidants. Le rôle dans l'identification des aidants des professionnels de la santé et du soin, de manière générale, est évidemment prépondérant. Les généralistes, les pharmaciens, les infirmières, les kinés sont en contact quotidien avec des aidants. Donc si eux sont à même, sont conscientisés, sont formés pour reconnaître ces aidants et pour répondre à leurs questions et peut-être pour les référer aux services compétents, ce serait déjà une avancée majeure. Mon ami a fait un AVC il y a 8 ans. Aujourd'hui, je demande un répit
un répit, alors que j'avais eu il y a 4 ans à Coubert, où on m'a pris en charge pour le patient et aussi pour moi, ce que vous avez dit, monsieur. Et là, j'ai demandé, 8 ans après, la même chose. J'ai un refus catégorique de 2 hôpitaux qui dépendent de mon DOR, me disant que, monsieur, on ne prenait pas les anciens AVC. On a en France un système de santé qui est très centré sur le soin technique. On est très fort, on est spécialiste des états aigus en santé en France. Mais on a dans notre conception du soin, on a fait l'impasse sur la dimension relationnelle. En France, quand on parle de soins, on parle d'actes et on parle de technique. Et forcément, on cible sur le patient, la personne malade, et on élude bien souvent, malheureusement, tout cet entourage qui parfois est autant en difficulté et avec des besoins que le patient lui-même. Notre stratégie est basée sur 10 étapes claires. Étape 1, définir. Étape 2, identifier. Étape 3, évaluer les besoins, etc., etc. De notre point de vue, si ces 10 points sont traduits au niveau national, régional, on a une charte de l'aidant. L'idée, c'est vraiment de cartographier les besoins des aidants et ce qui a lieu de mettre en place pour répondre à ces besoins. La notion de soutien aux aidants est plus large. Alors, elle se compose en premier lieu de tout ce qui va être information. On a une grosse difficulté en France. Bien souvent, quand on essaye de comprendre ce système d'aide et d'accompagnement, on le décrit comme un millefeuille où on voit toutes les couches qui se superposent les unes par-dessus les autres sans que ça communique bien, voire pas du tout les unes avec les autres. Donc, dans l'accompagnement des personnes âgées en particulier, on a parfois 4 ou 5 acteurs autour de la personne qui peuvent prétendre à ce rôle de coordination. Et du coup, quand il y a 4 ou 5 pilotes dans l'avion, finalement, il n'y a plus personne qui tient la barre. Et puis parfois, il n'y a personne du tout qui apporte de la coordination. Donc la coordination, c'est vraiment quelque chose qui reste très compliqué. Il y a les comités locaux de santé mentale. Et nous avons monté cette instance, justement, pour réévaluer les besoins et les moyens existentiels, en sachant que les uns comme les autres, nous avons du mal, justement, comme vous disiez, à communiquer nos savoir-faire et en faire profiter d'autant plus la personne qui est en besoin. Alors aujourd'hui, sur les territoires, et je ne connais pas suffisamment le Val-de-Marne, mais je suis certain que ça existe, on a des plateformes d'accompagnement et de répit qui se sont développées, qui sont des lieux où on essaye de centraliser l'ensemble des ressources présentes sur le territoire qui peuvent accompagner les proches aidants. L'initiative de l'UDAF 94 autour d'une plateforme et le succès de cette journée marquent une première étape, celle de la prise de conscience commune. Reste à faire vivre cette dynamique de territoire au nom des aidants et des aidés. Toutes ces initiatives doivent être portées dans le cadre d'un projet politique global qui ne cherche pas à réduire l'aidant à une variable d'ajustement ou à un statut qui peut être plus lourd d'obligations que de droits. C'est qu'on est en train de remonter sur la définition de l'aidant pour en diminuer la portée et pour faire en sorte que le nombre d'aidants diminue, puisqu'on va redonner une nouvelle définition de l'aidant qui, d'après ce que j'ai pu en voir jusqu'à aujourd'hui, serait seulement et exclusivement celui qui fait les soins du corps. Celui justement pour lequel il nous faudrait des intervenants professionnels. Donc dans ce cadre-là, vieillissement, de demande grandissante, soudainement, les décideurs politiques s'intéressent à la question des aidants parce qu'ils voient bien que l'aide informelle joue un rôle majeur dans l'apport des soins à la population. Alors, en lien avec cette ambivalence, il y a deux grands débats qui traversent aujourd'hui les réflexions sur les proches aidants. La première, c'est est-ce qu'il faut créer un statut de proche aidant. Alors, ce qu'on entendrait par statut, et ce sont les promoteurs qui sont favorables à cette question qui le disent, ça serait quelque chose qui apporte un certain nombre de protections. Protection en matière financière, donc une forme d'indemnisation par rapport à la retraite. On peut imaginer tout un tas de manières dont le statut des aidants pourrait venir sécuriser, et notamment au regard de tous les risques qu'on a balayés, les risques qui sont liés à ce rôle d'aidant, le statut pourrait être protecteur. Et tous ceux qui sont plutôt opposés à la cassation de ce statut et qui voient là un risque d'assignation des aidants à un rôle
d'autant plus dans le contexte économique aujourd'hui où forcément avec le chômage qu'on connaît, ça pourrait être une manière aussi de se réfugier dans des emplois précaires, parce qu'on serait de pseudo-soignants sans avoir les qualifications, la compétence et la professionnalisation nécessaire. Le prisme d'analyse, c'est toujours la question économique, évidemment. C'est toujours la possibilité pour les aidants de rester actifs sur le marché de l'emploi et de contribuer à la société. La proportion de gens de citoyens qui contribuent par l'impôt au système de protection sociale par rapport à la proportion de gens qui reçoivent, qui bénéficient de cette protection sociale, est actuellement de 4 pour une personne. Et d'ici 2060, les statistiques montrent qu'on va descendre à 2 pour une personne. Et donc, en fait, là encore, l'argument est de dire que si on ne s'occupe pas des aidants, en fait, on crée un cercle vicieux où les aidants eux-mêmes deviennent des patients. Et donc, ça crée encore plus de problèmes pour la société et plus de coûts. Et dans ce cadre-là, nos décideurs politiques cherchent des solutions dites innovantes pour répondre aux besoins grandissants de la population. Je dois vous dire, mais vous ne serez pas surpris, et sans tomber dans la démagogie, que innovante, ça veut souvent dire faire plus avec moins d'argent. Je sais que certaines associations et certains de nos adhérents préfèrent éviter de parler de la question économique parce qu'au final, la question des aidants est avant tout une question sociale et de solidarité et d'inclusion sociale. Mais la valeur économique dans le contexte que j'ai mis en lumière il y a quelques instants est une question qui convainc et qui attire l'attention de beaucoup de décideurs politiques. Alors là encore, on a des arguments de poids, puisque, de nouveau, sur base des études européennes, la valeur financière de l'aide informelle est évaluée entre 50 et 90% des budgets formels de soins de longue durée. Donc 3 millions d'aidants sans emploi, 6 millions de chômeurs en France. Il me semble que, même si la corrélation entre les deux n'est pas forcément claire, il serait quand même intéressant de se pencher sur l'aide informelle en tant qu'obstacle ou barrière à l'emploi en France. On voit bien, ou en tout cas j'espère que j'ai réussi à souligner combien le problème de l'aide informelle est un problème qui ne concerne pas uniquement l'accès aux soins de longue durée. C'est un problème d'égalité homme-femme, c'est un problème d'accès à l'emploi, c'est un problème d'accès à l'éducation pour les jeunes aidants, c'est un problème d'intégration sociale, de cohésion sociale, etc., etc. Donc on a à la fois une évolution des pouvoirs publics qui sont de plus en plus attentifs et identifient ces proches aidants. Et pour autant, on le sait et ça perdure, les proches aidants sont toujours là pour compenser et pallier des insuffisances chroniques dans l'accompagnement à domicile des personnes aidées. Et malgré ça, on se sert des aidants un peu comme une variable d'ajustement pour qu'ils viennent compenser ce qui n'est pas encore totalement couvert par des réponses. Le vrai sujet, c'est d'abord une prise en charge de l'aidé qui répondent réellement aux besoins des aidés, une prise en charge qui permettra aux aidants de mieux vivre leur relation d'aide. En cela, on peut saluer des initiatives comme celles qui ont été évoquées aujourd'hui, tant sur le champ sanitaire que médico-social, réseaux de santé, plateformes de répit, accueil de jour. Mais, comme l'ont évoqué les représentants des structures présentes et certains participants, ces dispositifs sont encore en nombre insuffisant, tout comme les moyens pour les faire vivre. Il y a donc un enjeu fort aujourd'hui, alors que s'ouvre un énième débat sur la dépendance, à porter haut et fort la cause des aidants auprès des pouvoirs publics et des décideurs financiers. Et puis, je crois que le point commun avec toutes ces initiatives que portent les aidants, c'est d'apporter au centre du débat la notion de choix. Et qu'un vrai progrès, une vraie avancée de nos politiques sociales, ça serait de donner la possibilité de choisir d'être aidant ou de ne pas l'être.